de vagues détonations résonnèrent à travers la Burle. Stéphane Dubois, un vétéran fuyant son passé, découvrit une scène de chaos absolu. Un camion utilitaire renversé, ses portières criblées de balles, et à côté, une cage de transport fracassée. Le sang tachait la neige immaculée, mais il n'y avait personne. Son instinct, affûté par des années de service, lui hurlait de tourner le dos, d'ignorer ce pétrin mortel. Mais un faible gémissement le retint. Sous un rocher, un chiot était en train de mourir. Stéphane fit ce qu'il pensait être juste. Il sauva le chien, verrouilla la porte de son gîte et décida d'oublier ce qu'il avait vu. Il venait de commettre une erreur fatale. Il n'avait pas seulement sauvé une vie. Il venait de ramener à la maison le seul témoin. Et la prochaine cible des hommes qui allaient revenir. Le vent ne hurlait pas, il rugissait. C'était une présence physique, brutale, qui griffait les murs de pierre du petit gîte, cherchant une entrée avec la fureur d'un prédateur affamé. C'était le massif central au cœur de l'hiver, et la tempête de neige qui s'était abattue sur les montagnes était de celles qui marquent l'histoire. À l'intérieur, le poêle à bois menait une bataille vaillante mais perdue d'avance contre le froid qui s'infiltrait par le plancher. Dans l'unique pièce du gîte, un homme était assis, droit comme un i sur un simple lit de camp, la sueur sur sa peau se transformant déjà en glace. Stéphane Dubois était réveillé. Il était toujours réveillé à cette heure. C'était un homme dans la quarantaine, mais les kilomètres parcourus par son âme étaient bien plus nombreux. Son visage, visible dans la faible lueur vacillante du poêle, était une carte d'angle vif et d'ombre, un paysage sculpté par le vent et l'inquiétude, non adouci par le temps. C'était un visage par nature bienveillant, mais la vie avait gravé de profondes lignes de dureté autour de ses yeux et de sa bouche. Ses cheveux bruns, plus longs que le règlement ne l'avait jamais permis, étaient striés d'argent aux tempes et peignés en arrière avec une impatience nerveuse de ses doigts. Il était grand, d'une force sèche qui paraissait filiforme dans son t-shirt thermique et sa vieille chemise en flanelle, mais c'était une solidité trompeuse, affinée par des années à porter des fardeaux, tant physiques que mentaux. Une barbe épaisse et mal taillée, plus poivre que sel, couvrait une mâchoire perpétuellement serrée, même dans son sommeil. C'était un ancien des forces spéciales, et les fantômes d'Afghanistan l'avaient suivi jusqu'à ce coin isolé de la Haute-Loire. Le cauchemar avait été le même que d'habitude. L'odeur de diesel et de poussière, l'éclair aveuglant qui n'était pas un éclair mais le monde devenant blanc, le silence soudain et terrible qui suivait l'onde de choc, les cris, les noms de ses frères appelés dans l'obscurité. Stéphane balança ses jambes hors du lit, ses pieds nus heurtant le plancher de bois glacial. Il se frotta le visage, ses paumes calleuses râpant contre sa barbe de 3 jours. Le cauchemar s'estompa, ses contours se dissolvant, mais l'adrénaline demeurait, un acide toxique dans ses entrailles. Il tendait la main vers la tasse en fer blanc remplie d'eau sur sa table de chevet quand l'autre son se fit entendre. Ce n'était pas la tempête. Le vent était un cri aigu et constant, mais ceci était différent. C'était un hurlement métallique prolongé, un bruit de grincement terrible qui déchira le tissu du blizzard. Il fut suivi par le son lourd et écœurant d'un impact, un boom profond qui vibra à travers le plancher et jusque dans les os de Stéphane. Il se figea. Pendant une seconde terrible, il était de retour dans le VAB, le monde se tordant, le métal hurlant. Non, réel. C'était réel. Et puis, presque perdu dans la rafale de vent suivante, il l'entendit. Un claquement sec et faible, puis un autre. Son entraînement, enfoui sous des années d'isolement volontaire, lui hurla, coup de feu. Le cœur de Stéphane martelait contre ses côtes, un oiseau frénétique et piégé. Son corps, ses instincts de soldat, criaient, menace, sécurisé, engagé. Mais son esprit, la partie de lui qui avait cherché refuge ici, criait plus fort, cache-toi. C'était pour ça qu'il vivait à 30 kilomètres du village le plus proche. C'était pour ça que son seul voisin était un garde forestier à la retraite à 8 kilomètres de là, au bout du chemin forestier. Il était venu ici pour qu'on le laisse tranquille, pour laisser le monde des hommes s'autodétruire sans lui. Ces bruits étaient des problèmes. Des problèmes humains. Le pire genre. Une vague glaciale d'effroi submergea Stéphane. Il sentit le vieil interrupteur familier basculer dans son cerveau, celui qui l'éteignait, qui le poussait à barricader la porte et à laisser le monde gérer ses propres affaires violentes. Ce n'était pas son combat. Il avait pris sa retraite. Il avait capitulé. Il resta immobile pendant une minute entière, le gîte gémissant autour de lui. Mais le silence qui suivit l'accident était pire que le bruit. C'était une question sans réponse.
Avec un profond soupir qui ressemblait à une défaite, le soldat en lui l'emporta, de justesse. Il bougea avec des mouvements économiques et exercés. Il enfila son vieux jean délavé, 2 paires de chaussettes en laine et la même chemise en flanelle rouge et marine qu'il portait depuis 3 jours. Il lassa ses solides bottes de travail isolées. Enfin, il attrapa sa vieille veste en cuir marron sur le porte-manteau près de la porte. Elle était craquelée et usée, sentant légèrement la fumée de bois et l'huile, mais c'était une seconde peau, une pièce d'armure en laquelle il avait confiance. Il saisit sa lourde lampe de poche sur l'étagère, l'alluma, puis, après un moment d'hésitation, l'éteignit. Il avancerait dans le noir. Il déverrouilla la porte du gîte et la tempête tenta de la lui arracher des mains. Stéphane sortit dans le chaos, la tête baissée, poussant contre un mur de blanc. Il connaissait ce terrain. Il savait que le chemin forestier se trouvait à environ 200 mètres au nord de son gîte. Le son venait de là. La neige lui arrivait aux cuisses, le vent était un coup physique qui lui coupait le souffle. Il se déplaçait lentement, ses sens en alerte. Le cauchemar avait disparu, remplacé par une réalité froide et tranchante. Il trouva le chemin, ou ce qu'il en restait, et suivit les piquets de déneigement, presque invisibles dans la neige tourbillonnante. Il trouva l'épave 50 mètres plus loin. C'était une forme sombre, une ombre monstrueuse dans le blanc. Un pick-up récent, noir ou bleu foncé, gisait sur le toit, son châssis tordu autour d'un pin massif. Il avait clairement été forcé de quitter la route. Stéphane s'approcha prudemment, le faisceau de sa lampe de poche creusant maintenant un faible tunnel dans la neige. Le moteur était mort, de la vapeur s'élevait en panache sifflant du bloc moteur fissuré. C'est à ce moment que le mécanisme d'évitement se déclencha violemment. Il était à 3 mètres quand sa lumière attrapa la portière côté conducteur. Elle était percée de plusieurs trous sombres et ronds. Des impacts de balles. De petits calibres. Sa lumière balaya la benne du camion. Une grande cage de transport renforcée avait été boulonnée au plancher. L'impact avait fait sauter les boulons et la cage gisait, fracassée et ouverte, sur la neige, à plusieurs mètres de là. Stéphane s'arrêta. Il ne s'approcha pas davantage. Il pouvait sentir l'essence se mêler à l'odeur des pins. Ce n'était pas un accident. C'était une exécution, ou un enlèvement, ou quelque chose de bien pire. C'était tout ce qu'il était venu fuir ici. Une vague de néant glacial submergea Stéphane. Il sentit l'interrupteur basculer. Il n'était plus un soldat. Il n'était pas un secouriste. Il était un fantôme vivant dans un village fantôme. Il ne chercherait pas de survivants. Il n'appellerait pas la gendarmerie, même si son téléphone satellite fonctionnait dans cette tempête. Il retournerait à son gîte, barricaderait la porte, et cette nuit serait avalée par la neige, tout comme le camion. Ce n'était pas son combat. Il tourna physiquement le dos, le faisceau de sa lampe de poche pointant vers ses propres empreintes, vers la sécurité. C'est alors qu'il l'entendit. Ce n'était pas un son humain. Ce n'était pas le vent ou le craquement de l'épave. C'était un son mince, désespéré, un gémissement aigu qui fut presque emporté par le vent. Il s'arrêta, le dos toujours tourné au camion. Il écouta. Le voilà de nouveau. Un cri de misère pur et sans mélange. Il perça les murs. Il contourna le soldat. Il ignora l'ermite. Et il trouva l'homme. Stéphane se retourna, sa lumière balayant la neige, s'éloignant du camion, vers le son. Il le suivit, pataugeant au-delà de l'épave, au-delà de la cage fracassée. Le son venait de sous une branche basse d'épicéa, alourdie par la neige. Il tomba à genoux, écartant les branches. Là, recroquevillé en une boule serrée et tremblante, se trouvait un chiot. Il était minuscule, pas plus de 8 ou 9 semaines, pensa-t-il. Il ressemblait à un berger allemand, son pelage d'un gris sable foncé déjà emmêlé de glace. Ses yeux étaient fermés par la douleur. Quand la lumière de Stéphane l'atteignit, le chiot essaya de lever la tête mais ne réussit qu'à pousser un autre gémissement déchirant. Stéphane vit un filet de sang peu profond mais régulier s'échapper d'une coupure sur son flanc, là où la cage brisée l'avait peut-être attrapé. Il était en train de mourir. Il regarda la petite créature, puis jeta un coup d'œil par-dessus son épaule à la forme sombre et violente du camion, aux impacts de balles, au coffre-fort fracassé, aux problèmes humains. Il baissa les yeux sur le chiot. La vie innocente. Le choix était simple. C'était le seul choix qu'il pouvait faire. Il sauverait l'animal. Il ignorerait le reste.
Plongeant ses mains gantées, Stéphane Dubois ramassa doucement la créature tremblante et saignante. Elle était incroyablement petite, tenant dans le creux de ses mains. Le chiot, sentant la première chaleur qu'il avait connue depuis des heures, devint flasque, laissant échapper un faible soupir. Stéphane se releva, glissant le petit corps à l'intérieur de sa veste en cuir, le pressant contre la chaleur de sa chemise en flanelle. Il tourna le dos à l'épave, aux impacts de balles, au conducteur silencieux, au mystère des derniers moments de Laurent Martin. Il ne vérifia pas la cabine. Il ne chercha pas d'autres survivants. Il baissa la tête et, protégeant la petite vie blottie contre sa poitrine, Stéphane Dubois retourna à son gîte, laissant la tempête effacer ses empreintes, enfermant la violence du monde humain à l'extérieur. Le bruit sourd et solide du verrou glissant dans son logement, c'est la Stéphane Dubois du monde qu'il venait de rejeter. La tempête hurla en signe de protestation, faisant vibrer le cadre de la porte, mais à l'intérieur, un nouveau silence fragile s'était installé. Stéphane resta immobile une seconde, l'adrénaline de la marche s'estompant, le laissant tremblant. Il pouvait sentir une minuscule chaleur désespérée lutter contre sa poitrine. Le chiot était une petite braise vivante dans le zéro absolu de son isolement. Il repoussa l'évitement. Il ignora le souvenir des impacts de balles et la forme sombre et inversée du camion. Ça, c'était l'extérieur. Ici, c'était l'intérieur. Son entraînement reprit le dessus, un script gravé dans sa mémoire musculaire d'une autre vie, d'une autre guerre. Il n'était plus Stéphane l'ermite. Il était Dubois l'infirmier. « Allez, petit gars, voyons voir ce qu'on a là », murmura-t-il, sa voix un outil rude et inutilisé. Il dégagea doucement le chiot de l'intérieur de sa veste. C'était une chose pathétique et détrempée, sa fourrure gris sable collée à ses côtes. Il le posa sur la table de cuisine usée, sous l'unique ampoule nue du gîte. Le chiot essaya immédiatement de se mettre en boule, son corps tremblant de spasmes violents et incontrôlables. Stéphane travailla avec une efficacité rapide et détachée. Il attrapa une pile de vieilles serviettes propres, reliques d'une vie antérieure, et commença à sécher la créature. Ses grandes mains balafrées, étonnamment douces, frottaient vigoureusement, forçant la circulation à revenir dans les membres gelés. Il remplit une casserole d'eau et la posa sur le poêle, non pas pour la faire bouillir, mais pour la tiédir. Il sortit sa vieille trousse de premier secours de terrain du fond de sa cantine militaire, un sac qu'il n'avait pas ouvert depuis des années. Le contenu était impeccable. Triage, chuchota-t-il pour lui-même. Arrêter l'hémorragie, traiter le choc. La blessure du chiot était sur son flanc gauche. Il coupa soigneusement la fourrure emmêlée. C'était une coupure, pas une déchirure, d'environ 7 cm de long, assez profonde pour être sérieuse mais pas catastrophique. Elle était presque nette, comme faite par du métal tranchant, peut-être le bord de la cage brisée. Le chiot gémit, un son comme une charnière cassée, lorsque l'eau tiède toucha la chair à vif. « Je sais, attends un peu », dit Stéphane, sa voix plus calme maintenant. Il nettoya la plaie avec un antiseptique de sa trousse, ses mouvements précis. Le chiot ne lutta pas, il tremblait seulement. Il semblait l'observer avec une étrange endurance stoïque. Pendant que le chiot était enveloppé dans une serviette chaude, Stéphane stérilisa une aiguille et du fil. Il avait recousu des hommes à la lueur verte et vacillante d'un C-130, dans le chaos poussiéreux d'un échange de tirs. Recoudre un chiot sur sa table de cuisine semblait surréaliste, mais ses mains étaient stables. Il travailla rapidement, le front plissé par la concentration, les profondes rides bienveillantes autour de ses yeux s'adoucissant avec un but. Il termina la dernière suture et recouvrit son travail d'une compresse de gaz propre. La respiration du chiot était plus régulière maintenant, les tremblements violents s'atténuant en un léger frémissement. Il trouva un compte-gouttes et mélangea un peu d'eau tiède avec une goutte de lait concentré qu'il gardait pour son café. Le chiot était trop faible pour protester, et Stéphane pressa doucement le liquide sur le côté de sa gueule. Il déglutit. Voilà, c'est ça. Il créa un nid de serviettes dans une boîte en carton et la plaça aussi près que possible du poêle à bois, en toute sécurité. Il y déposa doucement le chiot. C'est seulement alors, la mission immédiate terminée, que Stéphane regarda vraiment la créature qu'il avait sauvée. Ce n'était pas juste un berger allemand, ou si c'en était un, il ne ressemblait à aucun de ceux qu'il avait jamais vus. Les pattes furent le premier indice. Elles étaient massives, comiquement surdimensionnées pour son petit corps, comme s'il portait des bottes trop grandes pour lui. La tête était large, le museau déjà fort. Le chiot, sentant la chaleur intense du poêle,
laissa échapper un petit soupir et ouvrit les yeux. Stéphane s'arrêta net. Il s'attendait au brun doux au bleu nouveau-né d'un chiot normal. Ce n'était pas normal. Les yeux qui le fixaient étaient d'une teinte ambrée pâle, lumineuse, impossible. Ce n'étaient pas les yeux troublés sans focus d'un simple animal. Ils étaient clairs et vifs, détenant une intelligence qui était troublante, comme s'il l'évaluait avec la même intensité qu'il lui avait accordée. Il s'assit sur sa chaise bancale, la veste en cuir toujours sur lui, et observa la boîte. Il ne dormit pas. Il nourrit le chiot toutes les 2 heures, son esprit, pour la première fois depuis des années, complètement concentré sur une seule tâche tangible, maintenir cette vie. Il le nomma Bruno. C'était un nom solide, simple, un nom qui semblait ancré. La tempête se calma 2 jours plus tard, laissant le monde enseveli sous un blanc aveuglant et immaculé. Le camion sur le chemin forestier avait disparu, avalé par les congères. Stéphane se dit qu'il en était heureux. Mais Bruno n'allait pas mieux. Il n'était pas en train de mourir, mais la plaie était enflammée et le chiot refusait de manger, ne prenant que de l'eau au compte-gouttes. Stéphane reconnut les signes d'une infection profonde qui s'installait. Sa trousse de terrain ne suffisait pas. Il était confronté à un choix, laisser la nature suivre son cours, ou briser son isolement. Il regarda les yeux ambrés, maintenant ternes de fièvre. Merde, marmonna-t-il. Il enveloppa Bruno dans toutes les couvertures qu'il put trouver et le mit dans la boîte en carton sur le siège passager de sa vieille camionnette Renault 4 litres. Le moteur qui démarrait sonna comme un coup de canon dans le silence profond. Le trajet jusqu'à la ville fut un enfer particulier. Les routes étaient à peine praticables, mais ce n'était pas le trajet chaotique qui faisait que les mains de Stéphane se crispaient sur le volant. C'étaient les gens, la ville, la pensée de questions polies auxquelles il ne pourrait pas répondre. Il s'arrêta devant le seul cabinet vétérinaire à 100 km à la ronde, le cabinet vétérinaire du docteur Bernard à Le Puy-en-Velay, un petit bâtiment en bois sans prétention à la lisière de la ville. Il prit une profonde inspiration, attrapa la boîte et poussa la porte. Une petite cloche carillonna, un son qui semblait offensivement joyeux. La pièce sentait l'antiseptique, la fourrure animale et l'eau de javel. C'était propre, organisé et vide, à l'exception de l'homme derrière le comptoir qui lisait un épais manuel. Le docteur Jean-Pierre Bernard leva les yeux. C'était un homme à la fin de la soixantaine, avec une épaisse chevelure gris acier et une barbe soigneusement taillée. Il portait de simples lunettes à monture métallique et son visage était buriné, non pas par l'anxiété acérée de Stéphane, mais par une sorte de patience profonde et installée. Il avait l'air d'avoir vu beaucoup de choses et de n'être plus surpris par rien. Quand ses yeux rencontrèrent ceux de Stéphane, ils ne firent pas que jeter un coup d'œil, ils évaluèrent. Stéphane s'éclaircit la gorge. J'ai trouvé ça. Dans la tempête. Il est blessé. Jean-Pierre Bernard hocha lentement la tête, son regard examinant Stéphane de la tête aux pieds, la veste en cuir usé, la barbe, l'épuisement, la façon dont Stéphane tenait la boîte de manière protectrice. C'était un regard que Stéphane connaissait. Il l'avait vu dans les yeux de ses propres infirmiers supérieurs, de ses propres commandants. C'était un regard qui pesait et mesurait un homme en une seule seconde. « Amenez-le à l'arrière », dit Jean-Pierre, sa voix calme. Stéphane le suivit dans la salle d'examen. Il posa la boîte sur la table en acier. Jean-Pierre souleva doucement Bruno, ses mains larges mais incroyablement adroites. Les 2 hommes ne parlèrent pas du passé. Ils n'en avaient pas besoin. Jean-Pierre, lui-même ancien médecin militaire, reconnut la posture des épaules de Stéphane. Il reconnut l'hypervigilance, la façon dont Stéphane se tenait dos au mur, le regard hanté qui ne quittait jamais tout à fait ses yeux. Il reconnut un frère. Un qui n'avait pas encore trouvé le chemin du retour. Je l'ai trouvé près du chemin forestier, offrit Stéphane, le mot sec. Jean-Pierre hocha la tête, écoutant le cœur de Bruno, sa concentration entièrement sur le chiot. Il est gros. Ou il le sera. Il vérifia les sutures. Bon travail. Point propre. Stéphane se contenta de hocher la tête, le compliment le mettant mal à l'aise. Les mains de Jean-Pierre se déplacèrent sur le chiot, palpant les os, les articulations. Il regarda les pattes massives, puis les yeux ambrés. Il fronça les sourcils. Ce n'est pas un berger allemand normal, Stéphane, dit-il tranquillement, sans lever les yeux. Je ne savais pas qu'il s'appelait Stéphane, dit ce dernier, pris au dépourvu. Jean-Pierre le regarda enfin. C'est écrit sur la fiche d'admission que vous n'avez pas encore remplie.
Mais je vous ai reconnu. Vous êtes l'ancien militaire qui a acheté le vieux gîte Miller. Je suis Jean-Pierre. Jean-Pierre se retourna vers Bruno, son ton redevenant professionnel. Ce n'est pas une race que je vois souvent. Si c'en est une. Il nettoyait les oreilles du chiot quand il s'arrêta. Il inclina la tête de Bruno vers la lumière. Tiens donc, dit-il, sa voix à peine un murmure. Il n'est pas d'ici. Il fit signe à Stéphane de s'approcher. À l'intérieur de l'oreille gauche du chiot, haut sur le pavillon, se trouvait un petit tatouage. Ce n'était pas la marque d'un éleveur. C'était une simple ligne nette de chiffres bleu-noir et une seule lettre. Un code. Stéphane le fixa, la pièce devenant soudain très froide. Ce simple tatouage était un lien avec le camion, avec les balles, avec le problème humain qu'il avait essayé d'enfermer dehors. Un silence tendu emplit la pièce. Stéphane attendit les questions. Où l'avez-vous trouvé exactement? Avez-vous vu le camion? Avez-vous appelé la gendarmerie? Jean-Pierre Bernard continua simplement son examen. Il nettoya la plaie infectée, administra une puissante injection d'antibiotiques et refit le pansement. Il se tourna vers Stéphane, son expression calme, impossible à lire. Il est gravement sous-alimenté et il a une infection, mais il est fort. Ce genre d'animal est élevé pour la force. Il regarda Stéphane, puis le chien, et une conversation silencieuse passa entre les deux vétérans. Jean-Pierre voyait un homme essayant de se sauver en sauvant quelque chose d'autre. Il voyait le code dans l'oreille du chien. Il vivait dans cette région. Il avait entendu des rumeurs sur l'accident, sur des véhicules étranges sur les chemins forestiers. Il assembla les pièces et il fit un choix. Je vais devoir l'enregistrer, dit Jean-Pierre en se tournant vers son ordinateur. Voyons voir. Un croisé berger, mâle, couleur grise, tapatéil. Amené par Stéphane Dubois. Statut, errant. Il fit une pause, ses doigts planant au-dessus du clavier. Pas besoin de mentionner ce tatouage dans la base de données de l'État. Ça ne fait que compliquer les choses, ça cause de la paperasse. Stéphane sentit la tension s'évacuer de ses épaules. Il comprit. C'était une courtoisie professionnelle, un resserrement des rangs. Jean-Pierre ne gardait pas seulement un secret, il dissimulait activement des preuves. Il assurait sa couverture. Il aura besoin de ses antibiotiques 2 fois par jour, dit Jean-Pierre en tendant une bouteille à Stéphane, et de cette nourriture hypercalorique. Ramenez-le dans une semaine, ou plutôt si la fièvre ne baisse pas. Stéphane prit les fournitures. Combien je vous dois? On réglera ça la prochaine fois, dit Jean-Pierre, se détournant déjà pour nettoyer ses outils. Mettez-le simplement au chaud, Stéphane. Gardez-le en sécurité. Stéphane hocha la tête, incapable de trouver les mots justes. Merci, Jean-Pierre. Alors que Stéphane sortait, la petite cloche carillonnant son départ, il sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, une lueur de confiance. Le dégel ne vint pas comme une douce invitation, mais comme une retraite désordonnée et chaotique. L'hiver ne rendait pas le massif central facilement. Pendant près de 3 mois, Stéphane Dubois et la petite créature qu'il avait sauvée existèrent dans un état d'animation suspendu, une île pour deux dans un océan de blanc. Mais maintenant, le monde se fissurait. Le bruit de l'eau qui s'égouttait était constant, une horloge percussive mesurant la lente mort du manteau neigeux. L'eau coulait des avant-toits du gîte et formait de nouvelles rivières boueuses sur le chemin forestier. L'air, autrefois vif et stérile, était maintenant épais de l'odeur de la terre humide et des feuilles en décomposition, le parfum d'un monde revenant à la vie, ou du moins à ses affaires désordonnées. La vie à l'intérieur du gîte avait aussi changé. Bruno n'était plus la petite chose à moitié gelée que Stéphane avait recousue sur sa table de cuisine. Le nom Bruno, choisi pour sa sonorité solide et ancrée, semblait maintenant presque ironique. Le chiot qu'il avait pris pour un berger allemand grandissait à une vitesse à la fois étonnante et troublante. À ce que Stéphane estimait être 4 mois, Bruno était déjà plus grand qu'un bigle adulte, tout en pattes dégingandées et en énormes pieds qu'il n'avait pas encore tout à fait appris à gérer. Il se déplaçait avec une grâce maladroite qui promettait une puissance future. Son pelage était le changement le plus spectaculaire. La fourrure de chiot gris sable foncé était tombée, remplacée par une fourrure épaisse et dense, étonnamment différente. C'était un manteau de gris et de blanc, avec des pointes anthracites le long de son dos et de sa queue, un camouflage parfait pour les boîtes achetées de neige à l'extérieur.
Il ressemblait moins à un berger allemand qu'à quelque chose sorti d'un documentaire animalier. Et il était silencieux. En tous ces mois, Stéphane ne l'avait jamais entendu aboyer. Pas une seule fois. Il n'aboyait pas quand Stéphane laissait tomber une poêle en fonte, provoquant un grand fracas dans la pièce. Il n'aboyait pas après les écureuils qui lançaient des insultes depuis la sécurité des pins. Quand il voulait sortir, il apparaissait simplement à côté de Stéphane et le fixait, ses yeux ambrés pâles détenant une patience déconcertante. Quand il était content, il soufflait doucement par les narines. Quand il était vraiment alarmé, un grondement sourd, presque inaudible, vibrait dans sa poitrine profonde. Stéphane se surprit à parler au chien, remplissant le silence. « T'es un drôle de numéro, Bruno », murmurait Stéphane, grattant le chiot derrière les oreilles. « Tu sais même pas comment être un chien, hein ?» Bruno se contentait de s'appuyer contre la jambe de Stéphane, une présence solide et chaude. Leur routine avait sauvé Stéphane. Les repas structurés, le régime d'antibiotiques 2 fois par jour qui avait finalement vaincu l'infection, les visites au cabinet de Jean-Pierre Bernard, tout cela avait donné à Stéphane un cadre, une mission. Jean-Pierre avait été une ancre silencieuse et stable. Il avait examiné la blessure de Bruno en cours de guérison, ses yeux traçant la croissance rapide. Il s'épanouit, Stéphane. Vous avez bien fait. Il n'a jamais posé de questions sur l'accident. Il n'a jamais mentionné à nouveau le tatouage dans l'oreille de Bruno. Il a juste soigné le chien et, ce faisant, a soigné l'homme. Mais la guérison n'est pas linéaire. La structure avait tenu les pires fantômes à distance, mais ils n'étaient jamais vraiment partis. Ils attendaient juste. Le cauchemar survint une nuit humide et sans lune, fin mars. Ce n'était pas l'habituel. C'était pire. Cette fois, Stéphane n'était pas dans le VAB. Il était à l'extérieur, à pied, dans un village qui sentait la fumée de bois, la chèvre et quelque chose de métallique. Il dirigeait son équipe. Il avait pris une mauvaise décision. Les renseignements étaient faux. Le monde ne s'est pas dissous en un seul éclair, mais en une série de craquements secs et terribles. L'air s'est rempli d'un son de toile déchirée alors que les balles traversaient les étals du marché. Il entendit des hommes crier. Il entendit l'un de ces hommes, un gamin nommé Peterson, appeler son nom, non pas un cri d'aide, mais un son de simple surprise terrifiée. Stéphane avait plongé pour se mettre à couvert, son propre fusil tirant, mais il était trop lent. Il a tout vu. Il a senti l'échec s'enrouler dans son estomac, froid et lourd comme du plomb. Il se réveilla, non pas dans le gîte, mais dans l'embuscade. Il n'était pas Stéphane Dubois. Il était le sergent Dubois. Il était compromis. Son équipe était à terre. Contact à droite. Contact à droite. Rugit-il, ou pensa-t-il rugir? Le son qui sortit fut un halètement étranglé. Il se jeta hors du lit, atterrissant en position de combat accroupi, son corps réagissant avant son esprit. La pièce était noire. Les ombres dans le coin n'étaient pas des ombres, c'était l'ennemi. Le son du vent dans la cheminée n'était pas du vent, c'était du mouvement. Il était submergé. Son cœur était un tambour frénétique, un rythme de panique pur et sans mélange. Ses poumons le brûlaient. Il pouvait sentir la cordite, la poussière, l'odeur cuivrée du sang. Sa main se projeta vers la petite table à côté de son lit, ses doigts se refermant sur la forme froide et familière de son pistolet. C'était un 9 mm qu'il avait gardé de son service, son dernier recours, la seule chose qu'il savait toujours là. Il leva l'arme, ses bras se verrouillant dans une posture parfaite et exercée. Il retira la sécurité, le petit clic assourdissant dans le silence. « Où êtes-vous » siffla-t-il dans l'obscurité, sa voix un râle brisé. Il balayait, ses yeux essayant de percer le noir. Il respirait par courtes bouffées peu profondes. Il était complètement perdu. Une ombre bougea. Elle était basse, sur sa gauche, près des braises mourantes du poêle. « Je te vois » murmura-t-il, son doigt se resserrant sur la détente. Il pivota le pistolet, alignant les mires sur le centre de masse de l'ombre. L'ombre bougea de nouveau, sortant de l'obscurité la plus profonde. Elle ne chargea pas. Elle ne se cacha pas. Elle avança simplement, lentement. L'esprit de Stéphane lui hurla de tirer, de neutraliser la menace. L'ombre fit un autre pas, et la faible lueur rouge des braises du poêle attrapa le reflet de 2 yeux ambrés pâles. C'était Bruno.
Mais le cerveau paniqué de Stéphane n'enregistra pas Bruno. Il enregistra « autre ». Il enregistra « mouvement ». La menace ne se comportait pas comme prévu, ce qui signifiait que c'était un nouveau type de menace. Son doigt rattrapa le jeu de la détente. Bruno s'arrêta, peut-être à 3 mètres de distance. Il pouvait voir l'homme. Il pouvait sentir l'odeur âcre et piquante de la sueur de panique, une odeur qui avait probablement imprégné ses premières semaines de vie. Il pouvait voir l'objet dans la main de l'homme. Il ne grogna pas. Il ne s'enfuit pas. Il fit un autre pas en avant, la tête légèrement baissée. Il était calme, courageux et totalement confus. « Bouge pas !» ordonna Stéphane, sa voix tremblante. Il tremblait si fort que le guidon était flou. Bruno fit un autre pas, puis il fit quelque chose d'impossible. C'était encore un chiot, maladroit et dégingandé, mais à cet instant, il agit avec une sagesse instinctive et ancienne. Il laissa échapper un gémissement bas et doux. Ce n'était pas un son de peur, mais un son d'inquiétude. C'était le même son qu'il faisait quand Stéphane s'était accidentellement coincé la main dans la porte du poêle. Comme Stéphane ne baissait pas l'arme, Bruno avança les derniers mètres. Il ne sauta pas. Il ne sursauta pas. Il marcha directement vers Stéphane, qui se tenait comme une statue de pierre, terrifié. Bruno pressa son nez froid et humide contre la main gelée de Stéphane. Puis, délibérément, il poussa sa tête, son crâne solide et en pleine croissance, contre l'avant-bras de Stéphane. Il ne se contenta pas de le frôler. Il le poussa. C'était une poussée ferme, solide, insistante. Le contact physique chaud et inattendu fut un choc, aussi soudain qu'un seau d'eau glacée. Le canon de fer du pistolet fut poussé sur le côté, pointant inoffensivement vers le mur du gîte. Stéphane halta, une véritable inspiration, pas les petites gorgées de panique. L'action, le son, l'odeur du chien en fourrure humide et copeaux de cèdre, tout cela s'écrasa dans son brouillard de guerre. L'odeur de cordite disparut. Les bruits de coups de feu s'estompèrent. Il était dans son gîte. Il faisait noir. Il pointait une arme chargée sur son chien. Son bras s'effondra, comme si ses ficelles avaient été coupées. Le pistolet semblait incroyablement lourd. Il laissa tomber son bras, son doigt quittant la détente par pur instinct tremblant. Stéphane glissa le long du mur en rondin jusqu'à ce qu'il soit assis par terre, le pistolet oublié sur ses genoux. Il fixa Bruno. Bruno, voyant que la menace était passée, gémit de nouveau doucement, puis fit ce que ses instincts lui dictaient. Il grimpa sur les genoux de son chef de meute. Il était beaucoup trop grand, un poids maladroit de 45 kilos de pâte et de fourrure, mais il s'installa, pressant fermement son corps contre la poitrine de Stéphane et posant sa tête sur son épaule. Stéphane resta assis là, son corps rigide, pendant 1 minute entière. Puis les tremblements commencèrent. C'était un tremblement profond, qui faisait vibrer les os, et qui n'avait rien à voir avec le froid. Il avait failli le faire. Il avait failli exécuter le seul être vivant sur Terre qui comptait pour lui. Bruno l'avait sauvé. Pas d'un ennemi imaginaire, mais de lui-même. Il enroula un bras autour du corps chaud du chien, le tirant plus près. L'autre main, celle qui avait tenu l'arme, il l'enfouit profondément dans la fourrure épaisse gris-blanc du cou de Bruno. « Il m'a sauvé », murmura Stéphane dans le noir. Les mots furent une révélation. Le mécanisme d'évitement, le mur épais et anesthésiant qu'il avait construit autour de lui ne se fissura pas seulement, il vola en éclats. Il avait passé des mois à essayer d'oublier la violence qui lui avait amené Bruno. Il s'était dit que le camion, les balles, le sang n'étaient pas son problème. Il avait verrouillé la porte. Mais la violence l'avait retrouvée quand même. Elle était à l'intérieur de lui. Et la seule chose qui s'était interposée entre elle et la tragédie était cette créature étrange, silencieuse et courageuse. Une créature qui avait été dans une cage fracassée et criblée de balles. Une créature avec un code tatoué dans l'oreille. Une créature que quelqu'un avait blessée, que quelqu'un avait abandonnée. Que quelqu'un avait créée. Les tremblements de Stéphane se calmèrent lentement, remplacés par un sentiment froid, vif et inconnu. Ce n'était pas de la colère. C'était de la résolution. L'interrupteur avait basculé. L'ermite avait disparu. Le soldat était de retour. Mais sa mission avait changé. « Tu m'as sauvé », répéta Stéphane, sa voix plus forte maintenant. Il caressa la tête de Bruno. « Qui t'a fait ça, mon gars ?»
Qui fuis-tu? Il n'avait plus le luxe de ne pas savoir. La dette devait être payée. Son évitement était une trahison envers celui qui venait de lui sauver la vie. Il ne serait plus un ermite. L'homme qui se réveilla le lendemain matin n'était pas le même que celui qui s'était endormi. Les cauchemars n'étaient pas venus, ou s'ils l'avaient fait, ils avaient trouvé porte close. Stéphane Dubois se réveilla avant l'aube, non pas de terreur, mais de détermination. L'interrupteur qui avait basculé dans son esprit la nuit précédente, au moment où la tête solide et chaude de Bruno avait repoussé l'acier froid du pistolet, était resté basculé. Le brouillard oppressant de son TSPT n'avait pas disparu, mais il avait été repoussé, réduit à une brume basse par la lumière chaude et claire d'une mission. Il se déplaça dans l'obscurité d'avant l'aube, ses mouvements économiques et précis. La démarche hésitante et douloureuse de l'ermite avait disparu, remplacée par les mouvements vifs et efficaces du soldat. Il prépara du café, le grattement de la cuillère en métal contre la boîte de conserve sonnant fort dans le calme. Il vérifia le mécanisme de sa carabine, non par peur, mais par habitude. Bruno, encore principalement un chiot, se réveilla et s'étira en bâillant avec un petit couinement. Il trottina jusqu'à Stéphane, s'attendant à la routine lente habituelle du matin. Au lieu de cela, il trouva Stéphane déjà habillé, lassant ses lourdes bottes de travail. Bruno pencha la tête, ses yeux ambrés pâles pleins de questions. Stéphane baissa les yeux sur le chien. Le pelage gris et blanc s'épaississait, les pattes massives maintenant reliées à de longues et puissantes jambes. Il était en passe de devenir un animal magnifique et étrange. « Tu m'as sauvé la vie la nuit dernière, mon gars, » dit Stéphane, sa voix calme. L'aveu semblait étrange, mais vrai. Le moins que je puisse faire est de découvrir qui a essayé de mettre fin à la tienne. Il enfila sa vieille veste en cuir, le poids familier s'installant sur ses épaules comme une armure. Il trouva une longueur de corde et façonna une simple laisse. Il n'avait aucune intention de laisser Bruno courir librement aujourd'hui. Il glissa le pistolet 9 mm de la nuit précédente dans un étui au creux de son dos, caché par la veste. Il en avait fini de se cacher. Il en avait fini d'éviter. Il partait en guerre. La marche vers le chemin forestier était différente cette fois. Le monde émergeait, des parcelles de terre brune et boueuse, sentant la pourriture et le renouveau, perçaient à travers la neige en recul. L'air était plus chaud, le ciel d'un bleu pâle et élevé. Quand ils atteignirent le chemin forestier principal, Stéphane fit une pause. Le camion était parti. Il aurait dû s'y attendre. Au cours des 2 mois où il était resté terré, soignant Bruno et lui-même, la gendarmerie locale aurait sûrement trouvé et remorqué l'épave. Une petite partie irrationnelle de lui était presque déçue. Il avait espéré qu'elle aurait simplement disparu, avalée par la forêt, le laissant en paix. Mais la police aurait laissé une trace. Il retrouva facilement la zone. Le pin massif que le camion avait heurté était balafré, une énorme bande de son écorce arrachée. Le sol était jonché de verre brisé et de petits morceaux de plastique sombre. Un seul lambeau déchiré de ruban de la gendarmerie, attaché à une branche inférieure, flottait mollement dans la brise. Stéphane ressentit une bouffée de dégoût de soi. Il s'était caché dans son gîte, un lâche, pendant que les gendarmes et les dépanneurs avaient fait leur travail à seulement 200 mètres de sa porte. Il secoua la tête pour chasser cette pensée. Il ne s'agissait pas de lui. Il s'agissait de la mission. Il attacha la laisse de Bruno à un jeune arbre robuste, loin du chemin. « Reste. Tu attends ici. » Bruno gémit mais s'assit, son dressage, ou peut-être juste sa nature, le rendant obéissant. Stéphane retourna sur les lieux. Ses yeux étaient différents maintenant. Il ne voyait pas un site d'accident, il voyait une zone de mise à mort. Son entraînement reprit le dessus. Son esprit calcula automatiquement les angles de tir, les champs de vision et les voies de fuite. Le camion descendait la route, vers la départementale. Les ornières dans la boue montraient qu'il avait été forcé de sortir, pas qu'il avait dévié. Une embuscade. Il ignora les débris évidents. Il ignora le ruban de la gendarmerie. Il commença un balayage lent et méthodique du périmètre, ses yeux scrutant le sol. Il cherchait ce qui n'avait rien à faire là. Il cherchait ce que la police, lors d'un nettoyage standard d'accidents mortels de la circulation, aurait manqué. Cela lui prit 10 minutes. Sa botte heurta quelque chose de petit et métallique, à moitié enfoui dans la boue, 6 mètres avant le site de l'accident. Il s'agenouilla, ses genoux craquant. Il arracha l'objet de la terre et l'essuya sur son jean.
C'était une douille de 9 millimètres. Son sang se glaça. C'était le claquement qu'il avait entendu à travers la tempête. Pas une carabine. Un pistolet. Tiré depuis le bord de la route. Il en trouva une autre 3 mètres plus près du site de l'impact, et une troisième près de l'endroit où aurait dû se trouver la cabine du camion. Ils n'avaient pas seulement forcé le camion à quitter la route, ils avaient tiré en le faisant. Il se leva, reconstituant les faits. Un chauffeur, Laurent Martin, probablement blessé, luttant avec le volant. Le camion percute l'arbre. La cage, boulonnée à l'arrière, se détache sous l'impact. Les yeux de Stéphane suivirent la trajectoire logique des débris, la ligne de force cinétique. Le camion heurte le pin, la cage s'envole. Son regard se posa sur l'amas de rochers de granit où il avait trouvé Bruno. Il s'approcha, ses bottes s'enfonçant dans la terre humide. Il balaya la zone autour des rochers, l'endroit où Bruno avait gémi. Et puis il le vit. Coincé profondément dans une crevasse étroite entre deux rochers, quelque chose de noir et de plastique brillait dans la lumière du matin. Ce n'était pas une pierre. Ce n'était pas un morceau du camion. Il s'agenouilla de nouveau, ses doigts sondant l'espace froid et étroit. Il dut utiliser son couteau pour le déloger. C'était un téléphone portable. Un simple téléphone prépayé bon marché. L'écran était une toile d'araignée de verre brisée, le boîtier était fissuré, mais il était par ailleurs intact, protégé par les rochers. C'était le téléphone de Laurent Martin. Stéphane le fixa, son cœur battant un rythme lent et lourd. C'était ça. C'était le lien. C'était le morceau de problème humain qu'il avait si désespérément essayé d'ignorer, et maintenant il le tenait dans sa main. Il le retourna. Le dos était lâche. Il le retira. La batterie était délogée, mais la carte SIM était toujours dans son logement. Une sensation glaciale d'être observé lui piqua la nuque. Il se leva lentement, empochant le téléphone. Il balaya la lisière de la forêt. Rien. Juste le vent dans les pins. On y va, Bruno, lança-t-il, sa voix sèche. Il retourna vers le jeune arbre et détacha la laisse. Bruno, heureux d'être libre, lui donna un coup de museau dans la main. Stéphane se mit à marcher rapidement, tirant Bruno, ses yeux balayant la route devant et derrière lui. Ils étaient presque à l'embranchement de son gîte quand il l'entendit. Ce n'était pas un son fort, mais il était déplacé. C'était le craquement lent et humide de pneus lourds sur la route boueuse, accompagné du grondement bas et coûteux d'un moteur puissant à bas régime. Ce n'était pas le bruit d'un déplacement. C'était le bruit d'une patrouille. Bruno, au pied, ordonna Stéphane, sa voix un chuchotement rauque. Il attrapa le collier du chien et le tira hors de la route, disparaissant dans le couvert dense de la forêt. Il s'accroupit derrière un pin épais, sa main sur le dos de Bruno, le pressant vers le bas. Un véhicule émergea, rampant le long de la route. Le souffle de Stéphane se coupa. Ce n'était pas le pick-up cabossé d'un local. Ce n'était pas une voiture de la gendarmerie. C'était un SUV noir récent. Il était impeccable malgré la boue. Les vitres étaient si sombres qu'elles reflétaient la forêt comme des miroirs noirs. Le SUV roulait lentement, précisément. Il s'arrêta exactement là où Stéphane s'était tenu quelques instants auparavant, ses occupants invisibles. Stéphane resta parfaitement immobile, sa respiration superficielle. Il était caché. Il était en sécurité. Mais Bruno ne l'était pas. Le chien, qui avait été curieux, se raidit soudainement. Un son vibrant et grave, un son de terreur interne profonde, commença dans sa poitrine. Le chien qu'il avait vu affronter sa propre panique avec un courage impossible était maintenant soudainement terrifié. Bruno commença à gémir. C'était un son aigu, désespéré. Il essaya de se dégager, de s'enfuir, de courir. Il se recroquevilla, pressant son corps si fort contre les jambes de Stéphane que ce dernier faillit perdre l'équilibre. Il tremblait violemment, ses yeux fixés sur le véhicule noir. Stéphane plaqua sa main sur le museau de Bruno, son cœur battant la chamade. Silence, siffla-t-il, mais c'était trop tard. Le SUV ne bougea pas, son moteur tournant au ralenti, un grondement profond et menaçant. Les occupants, quels qu'ils soient, devaient avoir entendu le son. Stéphane pouvait sentir les yeux invisibles balayer les bois, scrutant les arbres, juste là où ils se cachaient. Une minute angoissante passa. La main de Stéphane était glissante de la salive paniquée de Bruno.
Le chien tremblait si fort qu'il semblait sur le point de s'effondrer. Ils nous voient. Ils savent. Puis, aussi soudainement qu'il s'était arrêté, le moteur du SUV vrombit une fois, et il continua sa lente progression sur le chemin forestier, disparaissant au détour d'un virage. Stéphane ne bougea pas pendant un long moment. Il attendit que la dernière trace du son du moteur ait été avalée par le vent. Il lâcha le museau de Bruno. Le chien était en piteux état, tremblant encore, sa queue si rentrée entre ses jambes qu'elle avait disparu. Stéphane baissa les yeux sur son compagnon terrifié. Il regarda la route boueuse où le véhicule noir avait été. Il sentit le poids du téléphone prépayé brisé dans la poche de sa veste. Il relia les poings. L'embuscade, les douilles de 9 mm, le téléphone prépayé, et maintenant un chien terrifié et un SUV noir patrouillant sur les lieux. La menace n'était pas terminée. La menace n'était pas de l'histoire ancienne. La menace était là. « Ça va, mon gars » murmura Stéphane, mais sa voix n'était pas réconfortante. Elle était dure, froide comme l'acier. Il sortit le téléphone cassé de sa poche, ses jointures blanches. Il cherchait ça, dit-il en fixant le téléphone. Il baissa les yeux sur Bruno, qui commençait à peine à se remettre. Où il te cherchait, toi? Il comprit enfin. L'ennemi était réel, et il chassait activement la piste. La piste d'un mensonge est froide, et Nicolas Mercier avait épuisé sa patience. Pendant 3 mois, l'actif avait été un fantôme, une perte sèche, une perte catastrophique attribuée à l'incompétence de Laurent Martin et à la fureur d'une tempête hivernale anormale. La version officielle était que le chauffeur, Laurent Martin, et l'actif G, un prototype d'une immense valeur, avaient tous deux été perdus, avalés par la nature sauvage du Massif central. Un investissement de plusieurs millions d'euros, effacé. Mais Nicolas Mercier n'avait pas bâti son entreprise discrète et à haut risque en acceptant la perte. Dans une pièce sans fenêtre, à des kilomètres des montagnes enneigées, dans un endroit qui sentait le béton ranci et l'ozone, la vérité avait finalement été extraite. Laurent Martin était une ruine. Son visage était un masque violet et enflé. Il avait été retrouvé, non pas par la police, mais par les hommes de Mercier, rampant hors d'une aire d'autoroute à 2 régions de là, essayant de vendre une montre volée. Ils m'ont tendu une embuscade, râla Laurent Martin, les mots bouillonnant à travers une bouche aux dents cassées. Il était attaché à une simple chaise en acier. Un homme se tenait dans l'ombre, juste à l'extérieur du cercle de lumière blanche crue. Nicolas Mercier était un homme de contraste. Il était impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, mais ses yeux étaient ceux d'un bagarreur de ruelle. Il était calme, sa voix mesurée, mais ce calme même était ce qui faisait que des hommes comme Laurent Martin se salissaient. « Vous avez dit ça » dit la voix de Mercier, douce comme de la pierre polie. « On vous a tendu une embuscade. L'actif a été perdu. La cage a été détruite. Vous avez eu de la chance de vous en sortir vivant. C'est vrai, je le jure, Nicolas, je. Le problème, Laurent, continua Mercier en entrant dans la lumière, c'est que vous vous en êtes sorti. Et les hommes qui vous ont tendu une embuscade, nous les avons trouvés. Ils n'ont jamais eu l'actif. Ils ont supposé que vous vous étiez enfui avec. Il s'approcha. Ce qui laisse une seule personne qui ne me dit pas toute la vérité. Un autre homme, qui se tenait silencieux près de la porte, fit un demi-pas en avant. C'était Marc Leclerc. Là où Mercier était l'esprit, Leclerc était l'instrument. Leclerc était grand, avec une carrure mince et athlétique. Il portait un simple col roulé noir et un pantalon de luxe. Ses cheveux étaient coupés courts, à la militaire, et son visage était totalement vide, comme s'il attendait un ordre pour assembler un meuble ou briser le bras d'un homme. Cela ne faisait aucune différence pour lui. Il ment, dit Leclerc, sa voix plate, sans accent. Non. Hurla Laurent Martin, la panique perçant à travers sa douleur. Il est parti. L'accident, le froid. C'était un chiot, il serait mort en 1 heure. Nicolas Mercier leva la main. Leclerc s'arrêta. Éric, une dernière fois, dit Mercier, sa voix presque gentille. Vous fuyez. La cage s'est brisée. Qu'avez-vous vu? Le corps de Martin tremblait, un terrible tremblement secouant. Le mensonge avait fait son temps. La vérité était tout ce qui lui restait. Il était vivant, sanglota Martin. La cage s'est fracassée. Il saignait.
Il s'est enfui. Il s'est enfui dans les arbres, dans la tempête. Je le jure, Nicolas, j'ai cru qu'il allait mourir. Je me suis juste enfui. Je me suis juste enfui. Nicolas Mercier fixa Martin pendant un long et froid moment. Il avait entendu ce qu'il avait besoin d'entendre. Il était vivant, dit Mercier, presque pour lui-même. Il regarda son homme de main. Les yeux de Marc Leclerc se fixèrent sur son patron. Il a raison sur une chose, dit Mercier. C'était un chiot. Un chiot génétiquement modifié très précieux. S'il saignait et s'il s'est enfui dans cette tempête, soit il est mort, soit quelqu'un l'a trouvé. Un chiot, blessé comme ça, dans une tempête pareille. Un local ne l'abandonnerait pas. Il l'emmènerait au seul endroit logique. Il regarda Marc Leclerc. Vous avez une nouvelle priorité. Obtenez une liste de tous les cabinets vétérinaires dans un rayon de 150 km de ce site d'accident. Commencez par le plus proche. Quelqu'un a trouvé notre actif. Leclerc hocha la tête une fois. Propre, efficace. Et la récompense. Tout ce qu'il faudra, dit Mercier, tournant le dos à l'homme en pleurs sur la chaise. Trouvez-le. Je veux récupérer ma propriété. La cloche au-dessus de la porte du cabinet vétérinaire du docteur. Bernard carillonna, un son vif et joyeux qui contrastait immédiatement avec l'homme qui venait d'entrer. Le docteur Jean-Pierre Bernard leva les yeux de son microscope. La clinique était vide, le soleil de fin de matinée entrant à flot par les fenêtres propres. L'homme qui se tenait sur le paillasson était déplacé. C'était une ville de flanelle, de dénis musés et de bottes crottées de boue. Cet homme, Marc Leclerc, était une créature d'un autre monde. Il portait un pardessus gris anthracite parfaitement taillé. Ses chaussures noires étaient cirées comme un miroir malgré le parking boueux. Il était rasé de près, ses cheveux courts et précis, et il arborait un sourire poli et vide. « Docteur Jean-Pierre Bernard » demanda Leclerc, sa voix douce et professionnelle. « C'est moi » dit Jean-Pierre en s'essuyant les mains sur une serviette. Il sentit un vieux picotement familier dans sa nuque. L'homme ressemblait à un agent fédéral, mais ses yeux n'allaient pas. Ils étaient trop immobiles. « Je m'appelle Marc Leclerc. Je suis un enquêteur privé travaillant pour le compte d'un client. » Un client très angoissé. Leclerc s'approcha du comptoir, ses mouvements fluides. Ils ont perdu quelque chose de cher pour eux dans la région, il y a environ 3 mois. Un animal de compagnie. Un animal de compagnie, répéta Jean-Pierre, son visage neutre. Oui. Un berger allemand. Une lignée rare. Gris et blanc. De très grandes pattes. Il avait peut-être des yeux couleur ambre. Le sourire de Leclerc ne vacilla jamais, mais son regard était acéré, cataloguant chaque détail de la pièce. Nous avons des raisons de croire qu'il a été impliqué dans un accident de la route pendant la grande tempête de neige en janvier. Il a peut-être été gravement blessé. Jean-Pierre sentit son sang se glacer. Il pensa à Stéphane Dubois. Il pensa au regard désespéré et hanté de cet homme. Il pensa aux sutures de qualité militaire qu'il avait prétendu avoir faites lui-même. Il pensa à l'impossible chiot aux yeux ambrés qui, il le savait maintenant, grandissait pour devenir une chose magnifique et à moitié sauvage dans ce gîte isolé. Il pensa au lien tacite entre 2 vieux soldats. C'était une sale tempête, dit Jean-Pierre, sa voix égale. Nous avons perdu beaucoup de clôtures de bétail. Mais je ne me souviens pas de chien perdu de cette description. Le sourire de Leclerc se resserra d'une fraction de millimètre. Mon client offre une récompense substantielle. Juste pour des informations sur sa localisation, ou ce qu'il est devenu. Sans poser de questions. Leclerc plongea la main dans son manteau et en sortit une enveloppe. Il la fit glisser sur le comptoir. Elle était épaisse de billets. C'est 5 000 €, dit Leclerc, sa voix baissant. Juste pour votre temps, docteur. Juste pour vérifier vos dossiers. Jean-Pierre regarda l'argent. Il regarda Leclerc. Il vit le masque polié, en dessous, la menace froide et efficace. Ce n'était pas un homme cherchant un animal de compagnie perdu. C'était un homme reprenant possession d'un objet de grande valeur. Jean-Pierre Bernard, l'ancien médecin militaire, prit sa décision. Il endossa son personnage de simple médecin de campagne, celui qu'il utilisait pour les propriétaires d'animaux nerveux et les fermiers trop anxieux. Il se tourna lentement vers son vieil écran d'ordinateur beige.
Il tapa sur le clavier, les clics sonnant fort dans la pièce silencieuse. Voyons voir. Songea-t-il en plissant les yeux devant l'écran. Janvier. Février. Mon Dieu, tout ce que je vois ici, ce sont des chats de ferme avec des infections respiratoires et 2 chiens de chasse qui se sont battus avec un porc-épic. Non. Un berger. Gris. Yeux ambrés. Non, rien de tel dans mes registres. Il se retourna, son visage un masque de serviabilité polie. Désolé, je ne peux pas vous aider, monsieur Leclerc. 5 000 €, ma parole. Ils doivent vraiment regretter ce chien. Marc Leclerc fixa Jean-Pierre, son sourire poli disparut. Ses yeux étaient plats, évaluateurs. Il savait qu'on lui mentait. Jean-Pierre savait qu'il savait. Une bataille de volonté silencieuse et dangereuse se livra à travers le comptoir plastifié. Il est extrêmement précieux, dit Leclerc, les mots maintenant secs, la politesse disparut. Le perdre créerait des complications. Pour tout le monde. La menace n'était plus voilée. Jean-Pierre Bernard, qui avait tenu la ligne dans un hôpital de campagne sous le feu des mortiers en 1973, ne scia pas. Il repoussa l'enveloppe sur le comptoir. J'en suis sûr, dit Jean-Pierre, sa voix soudainement ferme, le médecin de campagne disparut. Mais comme je l'ai dit, je ne peux pas vous aider. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des patients à l'arrière. Leclerc soutint le regard de Jean-Pierre pendant un long moment. Puis, avec un soupir presque théâtral, il ramassa l'enveloppe et la glissa de nouveau dans son manteau. Dommage. Il sortit une carte de visite et la posa sur le comptoir. Au cas où votre mémoire s'améliorerait. Il se tourna et sortit. La cloche carillonna, un son moqueur et joyeux. Jean-Pierre resta là jusqu'à ce que le son du moteur performant et coûteux de Leclerc se soit estompé dans le lointain. Ses mains tremblaient, non de peur, mais de colère. Il se dirigea vers la porte et retourna le panneau, ouvert, sur « Fermé ». Il verrouilla la porte. Il se dirigea vers son bureau, s'assit et décrocha le combiné de sa ligne fixe. Il composa le long numéro compliqué du téléphone satellite de Stéphane Dubois. Dans le gîte, le bip électronique soudain du téléphone satellite fit sursauter Stéphane Dubois. Sa main tomba sur le pistolet maintenant glissé dans sa ceinture. Bruno, qui dormait d'un sommeil agité près du poêle, bondit sur ses pattes, un grondement sourd vibrant dans sa poitrine. Stéphane attrapa le téléphone. « Allô ? Stéphane ? C'est Jean-Pierre Bernard. » La voix de Jean-Pierre était tendue, basse et urgente. Tout prétexte d'appel social avait disparu. Qu'y a-t-il, Jean-Pierre ? Un homme vient de passer. Un homme de la ville, tiré à 4 épingles. Il s'appelle Marc Leclerc. Stéphane se raidit. Il regarda le téléphone prépayé brisé sur sa table. Il posait des questions sur un chien, continua Jean-Pierre, ses mots rapides. Un berger allemand. Gris, blanc, yeux ambrés. Blessé dans la tempête en janvier. Une terreur glaciale s'installa dans l'estomac de Stéphane. Il m'a offert 5 000 € en liquide pour vérifier mes dossiers, Stéphane. Et quand je lui ai dit que je n'avais rien vu. Il m'a menacé. Pas ouvertement, mais c'était une menace. Je crois que je viens de le voir, dit Stéphane, sa voix un murmure tendu. Un SUV noir sur la route. Bruno. Il était terrifié. Il y eut une inspiration brusque à l'autre bout de la ligne. C'est bien ce que je pensais. Écoutez-moi, mon garçon. Ce n'était pas un propriétaire d'animal inquiet. C'était un homme qui est payé pour trouver des choses qui ne veulent pas être trouvées. Ce n'est pas le patron, mais il est dangereux. Jean-Pierre fit une pause, et ses mots suivants tombèrent comme des coups de poing. Je ne sais pas comment il. Le clic du téléphone satellite mettant fin à l'appel fut un son final et accablant. C'était le son d'une porte se refermant sur l'ancienne vie de Stéphane, et d'une nouvelle qui commençait. Ils sont là. Ils savent qu'il est vivant. Les mots de Jean-Pierre Bernard restaient en suspens dans l'air vicié du gîte. Stéphane regarda Bruno. Le chien s'était levé, le grondement profond et rauque vibrant toujours dans sa gorge. Il ne s'était pas remis de la vue du SUV noir. Il était sur le qui-vive, ses yeux ambrés fixés sur la porte du gîte, une sentinelle attendant l'ennemi qu'il savait venir. L'évitement avait disparu. Le brouillard avait disparu.
Stéphane Dubois, le soldat, était pleinement aux commandes. Ils ne font pas que chercher, mon gars, dit Stéphane, sa voix un râle grave. Ils chassent. Il se dirigea vers la petite table de cuisine. Le téléphone prépayé brisé y gisait, un vilain morceau de plastique qui était soudainement devenu la chose la plus importante au monde. Il le ramassa et, soigneusement, avec la pointe de son couteau, il ouvrit le dos et sortit la